Bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du SECO. Je m'appelle Marin Gauthier et je suis accompagné de... Jérémy Martineau. Et... Simon Kiyoini. Incroyable. Pour cet épisode numéro... combien? Numéro? 14 ou 15? 14 ou 15. Tout dépendant de l'ordre dans lequel on va les publier. C'est le deuxième aujourd'hui. Incroyable. Bienvenue, Simon. Merci. Comment vas-tu? Très bien. Ouais. Belle journée. Je reviens du cours que j'enseigne les jeudis après-midi, musique de création et technologie, Ouais. qu'on a déjà donné ensemble. Puis, ouais, très belle journée. Cool. On est content de t'avoir. Merci d'être venu pour le podcast. Yes. Et donc, vous connaissez déjà parce que vous avez donné un cours ensemble. Ouais, j'ai été son auxiliaire d'enseignement, en fait, pour ce cours-ci, Incroyable. le cours de musique et création de technologie. Mais nous, c'est la première fois qu'on se rencontre. Exact. Enchanté. Enchanté. Donc, on pourrait tout de suite s'embarquer un peu dans ta pratique. Oui. Moi, je la connais quand même assez bien. Ça fait un petit bout que je te côtoie, que je vois tes projets, mais Marin s'est un peu familiarisé avec ce qui est disponible en ligne. Exactement. Et je pense qu'il y a des questions qui se sont créées. Là, dans tout ça. J'ai vu que tu avais une installation qui était disponible il y a pas longtemps. Oui. J'ai vraiment voulu aller au vernissage parce qu'il y avait un événement la journée et je l'ai manqué. Et j'ai été triste pendant plusieurs jours après ça. Ah, oui, je comprends, c'est dommage. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de cette œuvre-là? Qu'est-ce que c'était? Oui, absolument. En fait, c'est pas vraiment une œuvre nécessairement que je considère comme centrale là, dans ce que je fais en ce moment au doctorat ici à l'UDM. Mais je la trouve intéressante quand même parce qu'elle me permet de bien décrire ma méthodologie de recherche puis mes sujets de recherche finalement. C'est comme une bonne porte d'entrée. Et donc, finalement, c'est une installation audiovisuelle qui s'intitule Assemblage Chabanel. Et premièrement, le mot assemblage, là, j'y reviendrai, mais c'est un mot auquel je suis attaché quand même. Okay. C'est comme au cœur un peu de ma pensée, je dirais, de la composition en ce moment. Puis, Chabanel, finalement, c'est un lieu. C'est le quartier Chabanel à Montréal, situé un peu au nord de l'autoroute 40, au nord, Saint-Laurent, Louvain. Là. Puis, anciennement, ou encore un peu nommé la Cité de la mode. Ah oui? Oui, étant donné qu'il y avait plusieurs industries textiles situées dans ce quartier-là. Okay. Et encore, c'est un peu le cas, mais ça a quand même beaucoup évolué. Là. Aujourd'hui, il y a plus des compagnies de tech qui s'y retrouvent, beaucoup d'ateliers d'artistes éventuellement qui sont allés s'installer là-bas, qui ont migré, là, dans le fond, un peu du Myland pour monter à cause de la hausse des loyers. Puis bref, ça change beaucoup. Puis c'est un quartier que j'aime beaucoup parce que pendant un petit temps, j'ai eu un studio là-bas. J'ai connu d'autres artistes qui allaient travailler là, donc je l'ai fréquenté, ce lieu-là. Il y a particulièrement un terrain vague en plein centre, assez large. Là. C'est une belle étendue. Puis je l'aime beaucoup. Il y a comme... c'est vraiment rempli de décombres, de débris industriels au sol. Là, c'est un peu comme contaminé. Ouais. Mais il y a quand même une nature sauvage qui pousse là-dedans. Donc, il y a comme quelque chose de poétique. Le fait aussi que c'est un terrain vague sans vraiment fonction prédéterminée. Ouais. Il y a comme à la fois un genre de mystère par rapport à son passé. On ne sait pas ce qui était là. Il y a aussi, je sais pas, quelque chose d'intéressant par rapport à son potentiel, dans le sens où il n'y a pas de fonction, on pourrait en faire ce qu'on veut. Ouais. Puis finalement, c'est un peu dans ce sens-là que je l'ai abordé, ce terrain-là, à plusieurs reprises, en allant l'explorer, en proposant des ateliers aussi avec d'autres artistes, particulièrement ici là, de l'UDM. Dans ces lieux-là? Au terrain vague. Ah ouais? C'est ça. Tu faisais quoi là-bas? Ah là, ça c'est un autre... En fait, c'est très lié. C'est qu'il y a eu 1 an, dans le cadre de mon projet de doc, j'ai voulu initier une série d'ateliers où on allait explorer en petits groupes la co-création, d'une part, mais la co-création pour un lieu spécifique et vraiment de manière spontanée. Dans le sens où on arrive quelque part, on ne sait pas ce qui se trouve là d'avance tant que ça, on l'explore et ultimement, on fait un assemblage. Donc, la performance qui est un assemblage de ce qu'on a trouvé, de nos impressions du lieu aussi, de comment on le perçoit, qu'est-ce que ça nous amène à produire comme création sonore aussi. Donc là, la série d'ateliers, c'était ça. Puis on y est allé souvent dans le quartier Chabanel. À un moment donné, il y avait un partenariat avec le centre d'artistes Eastern Bloc qui est situé juste en face du terrain vague. Okay. Fait que là, on est allé plusieurs fois à cet endroit-là. Et moi aussi, individuellement, j'y suis allé, j'ai exploré, puis...
Donc, les deux se sont un peu jumelés. L'installation, elle vient de là. OK, c'est ça, j'allais demander, dans le fond, les sources matérielles de l'installation, est-ce que ça vient de ces ateliers-là? C'est un assemblage d'un assemblage, un peu? Donc, ben là, oui, on pourrait dire ça. Dans le fond, les images qui sont présentées dans l'installation. Donc, concrètement, quand ça a été présenté, l'installation audiovisuelle, c'est 3 écrans, puis une trame sonore spatialisée. Et sur les écrans, ce qu'on voit, c'est des images que je suis allé filmer dans une exploration individuelle un soir de décembre 2023. Puis finalement, moi, je suis arrivé là à la fin de l'après-midi. J'ai filmé toutes sortes de textures, d'éléments du lieu, finalement. Le soir est tombé, puis c'était l'hiver, donc il y avait comme la neige scintillante, mais c'était un peu comme slutchy là, à terre aussi. Il y avait beaucoup de... Ouais, c'était pas non plus gelé, là. Mais c'était très beau. Moi, je m'attardais beaucoup aux détails du lieu, finalement. Fait que c'est ça que j'ai filmé. J'ai enregistré le son ambiant aussi. Puis à partir de là, j'ai fait un montage qui nous amène un peu à observer le lieu sur les 3 écrans. Un peu de la perspective aussi que j'avais souvent qui est très proche du sol, là, à genoux à terre, en train d'observer, de jouer avec des objets. Fait que, donc, ma pratique, celle que j'essaie d'amener à travers ma recherche au doctorat, c'est vraiment une pratique qui est ancrée dans le lieu, mais aussi dans le lieu physiquement, là, où on est en train de jouer. L'événement se passe dans le lieu. Fait que, décontextualiser ça dans une installation, pour moi, c'est un peu triché. L'installation, elle me sert plus comme d'archive. C'est une manière de documenter mon travail puis mon approche. Et le lieu. Et le lieu, c'est ça. Donc, l'installation, elle montrait ça. Puis, quand je l'ai présenté au mois de janvier, j'ai accompagné ça de captation des ateliers qu'on avait menés dans le quartier. Ce qui fait que je le vois vraiment comme une recherche-composition. On parle souvent de recherche-création. Puis là, récemment, je suis tombé sur finalement la recherche-composition. Puis je trouve ça intéressant aussi. Ça nous parle peut-être même plus. Comment tu les différencierais? Je serais curieux. C'est ça, je ne sais pas encore parce que j'ai à peine comme... Je suis tombé là-dessus. C'est un chercheur du nom de Feld qui a sorti ce terme-là. Puis je suis en train de lire ça. Je viens de prendre son livre à la bibliothèque aujourd'hui. Fait que je peux pas trop en parler, mais dans ce que je comprends, c'est l'idée de faire une documentation multimodale, intermédia, des mots qu'on utilise aussi un peu plus souvent là, dans la recherche maintenant, d'avoir, plutôt que de passer par un texte académique qui explique la démarche, on passe par de la vidéo, du son. Différents formats de diffusion, de savoir qui découle de ta recherche. Exact. Puis d'autres formats aussi que l'acte de créer ou les créations qui en découlent, hein, parce qu'on voit souvent la recherche ou la recherche-création justement comme un peu une sortie des textes très académiques, mais dans le format de création des œuvres, dans le corpus des œuvres, mais après ça, comment diffuser ces œuvres-là ou partager les résultats de ces recherches-là ou de ces œuvres-là d'une façon différente que celle d'une thèse ou d'un article ou oui, c'est ça. Revue ou quelque chose dans le genre. Tous les formats plus traditionnels de la recherche. Là. Exact. Ça, je trouve ça super pertinent pour nous parce que c'est ce qu'on souvent, on interprète des théories, des concepts, des pensées qui sont assez complexes. Puis on les met en pratique, mais le pont n'est pas toujours clair. En tout cas, dans ce contexte-ci de l'installation, je trouvais que c'était une belle façon de montrer mon travail, de donner une impression de c'est quoi la recherche qui est faite sur le terrain. Puis ce qui était vraiment intéressant, ou en tout cas ce qui m'a amené à encore plus rentrer là-dedans, c'est que je présentais une conférence pour le colloquium à ce moment-là. Puis j'ai pu la donner dans mon installation. Wow. Fait qu'on était on était dedans. Là, je trouvais que ça avait beaucoup de sens, finalement, de présenter mon travail de cette façon-là. Parce que sinon, j'avoue que l'installation, en tant que telle, c'est pas... comme une œuvre que je la considère pas tant que ça comme une œuvre, là, finalement. Je la vois plus comme une archive un peu spéciale. Tes recherches. Ouais. OK. C'est ça. Ouais, une manière un peu de faire de la médiation, de recontextualiser un peu le travail des œuvres, mais l'œuvre en tant que telle, ce serait vraiment plus les ateliers ou les œuvres en tant que telles. Je sais pas comment si tu les considères comme une œuvre ou plein d'œuvres ou même pas comme une œuvre du tout. C'est une expérience ou... Le statut, il est fluide un peu. Je pense que c'est comme... chaque atelier, dans le fond, c'est conclu par une performance avec le groupe. Puis c'était improvisé, puis c'était comme le fruit de notre exploration à ce moment-là. La journée même, j'imagine? Ça se passe rapidement, c'est 3 heures. Donc, on arrive,
Puis à travers ça, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé, là, en tout cas, qui s'est un peu comme révélé pour moi ou qui s'est dégagé de ça, puis une genre de méthodologie que j'appelle exploration, collecte, assemblage. Puis c'est simple. Finalement, c'est simplement de se rendre sur un lieu, puis de l'explorer, d'être attentif aux détails, tu sais. Puis c'est ce qu'on fait souvent comme artiste, je pense. Là. C'est la posture dans laquelle on est plus intuitivement. Je pense que, je sais pas nécessairement comme tout artiste, mais du moins dans l'éducation électroacoustique qu'on a un peu ici à l'Université de Montréal, ça vient beaucoup de là, d'essayer de toujours être à l'écoute de son milieu ou son environnement, puis effectivement. D'aller en chercher certains matériaux. Là. Oui, puis même, c'est vrai que dans le domaine électroacoustique, on est très ancré dans la perception puis l'étude de cette perception-là, finalement. Fait que, je pense, bon, en tout cas, moi, ça fait partie de mon bagage, là, c'est sûr. Fait que l'exploration, ensuite, la collecte, pour moi, c'est... on fait ça en musique électroacoustique aussi, aller enregistrer des matériaux. Mais à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça dépasse simplement la prise d'objets. Je parle pas nécessairement de matériaux ou de collecte dans le sens de matière à employer pour la création, mais c'est aussi la collecte d'impressions, comment on se sent dans ce lieu-là, comment on se déplace dans ce lieu-là, par exemple, comme c'est quoi notre rapport à l'espace. Tout ça, ça fait aussi partie de la collecte qui est issue de l'exploration. Mais puis l'étape finale, c'est d'assembler tout ça, finalement. C'est l'assemblage, puis là, dans ce cas-ci, c'est la performance. Qui est donné dans le lieu, improvisé. C'est vraiment cool. C'est quasiment comme un... C'est super spontané. Ça sonne comme un truc, comme une photo d'un moment, d'une impression, d'une première impression d'un lieu, genre. C'est assez drôle que tu utilises le mot photo, puis je sais pas si tu allais poursuivre, je voulais pas t'interrompre. Non, vas-y. Mais c'est parce que je trouve ça intéressant que tu parles de photo parce que de mon côté, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de ça. Dans le sens, on n'est pas dans une représentation du lieu. On est vraiment dans le vécu. Puis, c'est ça. Mais je veux dire, on dirait comme un snapshot. Tu sais, j'utilise le mot photo parce que c'est comme un cliché. Tu sais, mais dans ma tête, c'est comme un petit moment de la vie ou une impression d'un lieu. Parce que ça devient personnel aussi, j'imagine. Tu sais. Ah oui, c'est comme tu t'appropries ce lieu-là. Ce que toi, tu remarques, c'est pas nécessairement ce que moi, je remarque. Puis c'est mon interprétation du lieu. Puis tu viens comme même pas l'encapsuler parce que ça devient éphémère après ça. Oui. Tu viens l'interpréter le temps d'un instant. Puis après ça, c'est plus là. Ouais, interpréter, communiquer, finalement. Puis je trouve ça, là, en ce moment, c'est vraiment plus en termes philosophiques là, on en parle, communiquer avec le lieu, c'est un peu abstrait, mais ça en fait partie, là, c'est à travers notre perception, qu'est-ce qu'on remarque, comment ça nous influence, comment ça nous fait vivre, comment ça nous fait sentir, quelles émotions on peut en découler. Puis ultimement, comment on agit aussi, qui va avoir une incidence sur le lieu lui-même. Et bon, fait que toutes ces questions-là m'interpellent beaucoup, puis au niveau de la composition, finalement. Je trouve ça intéressant aussi parce que dans les ateliers, on y va de façon très improvisée, mais dans une démarche un peu plus étendue. Je pense que c'est possible aussi de composer de cette manière-là une œuvre qui est un peu plus formalisée, dans le sens où on parlait de quelque chose qui est très ancré dans la perception, mais en tant que compositeur ou compositrice, souvent, on a aussi l'autre approche qui est celle de structurer des œuvres puis d'avoir une pensée plus abstraite. T'sais. Pendant que tu parlais de ta méthodologie, je trouvais ça le fun parce que j'étais en train de rédiger à propos de ma méthodologie aussi dans mon projet en ce moment. Puis ça se rapproche tellement de ça, mais dans un contexte tellement différent aussi, où est-ce que c'est pas vraiment des musiques improvisées, ou je vais à la collecte de matériaux, l'exploration la plupart du temps, après ça, la collecte des matériaux, puis cette collecte-là peut être aussi dans le traitement, comment est-ce que je peux agir sur les matériaux que j'ai récoltés un peu plus tôt, puis après ça, une fois que j'ai récolté tout ça, je les ai traités, je vois avec quoi je peux formaliser une œuvre, l'écrire un peu plus dans le temps. Là, je vais faire l'assemblage, ou l'écriture un peu formelle là, qu'on a appris à... Oui. Ouais, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est une méthodologie que tu utilises pour un contexte très ouvert, justement, un petit peu plus sur la perception, sur le vécu que le résultat matériel ou temporel ou peu importe. Mais c'est une méthodologie qui peut s'appliquer justement à une pratique comme ça aussi. Oui. C'est plus traditionnel aussi de l'écriture puis de vraiment la composition dans le sens où on l'entend, là, d'organiser le son, souvent.
Mais ouais, puis là, ben, c'est un peu là où j'en suis en ce moment, dans ma recherche ou dans mon parcours, parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'activités où on était dans l'exploration. Ouais. En ce moment, j'ai envie de formaliser un peu plus, de pouvoir me dire que le lieu, je l'ai rencontré, puis j'en ai fait aussi une œuvre. Pas que je l'ai transformé en une œuvre, mais que ça m'a inspiré une œuvre où il y a quelque chose qui s'est organisé. Puis là, ça amène des questions comme comment est-ce qu'on écrit le geste dans ce lieu-là, c'est quoi les paramètres aussi de l'écriture. C'est pas une question de hauteur, de timbre, de durée, c'est plus comme l'interaction. Écrire l'interaction entre des éléments d'un écosystème qui inclut des participants, qui m'inclut moi comme compositeur, mais qui inclut comme les éléments du lieu. Puis c'est quoi les autres lieux qui t'ont interpellé, autres que Chabanel? Ah, bonne question. J'avoue que j'y suis allé vraiment souvent. Il faudrait en trouver d'autres. Là, je pense que je suis rendu là aussi. Ben, tu sais, qui m'ont interpellé particulièrement. Plaza Saint-Hubert. Ouais. Ouais, la Plaza. Non, place de textile. Oui, c'est vrai. Non, mais la Plaza Côte-des-Neiges. Ça, parce que à la session dernière avec Myriam Boucher. Oui. Qui est ma directrice. Ouais. On a comme enseigné, on a donné un séminaire ensemble. J'ai pu le donner avec elle puis le monter avec elle. Un séminaire sur l'écologie du son. Ben, ça s'appelait. Voyons, j'ai comme un son, écologie, environnement. C'est ça. Puis, on visitait plusieurs lieux à travers la session avec un groupe d'étudiants puis d'étudiantes au cycle supérieur ou au bac aussi. Puis, notamment, ben, on a commencé à l'île de la Visitation. Les premières semaines, ça se passait là. La deuxième partie du cours se passait à Chabanel, encore une fois. Puis, finalement, la troisième partie, on allait à la Plaza Côte-des-Neiges, un centre d'achat, pas loin d'ici, là. Ouais. Puis c'était vraiment fascinant. C'est un beau terrain d'exploration pour ton projet aussi. Là. C'est vraiment trippant. Autant pour les étudiants qui ont pris le cours, mais pour toi aussi, je pense, pour... je sais pas lequel est venu en premier ou avant, mais ça peut te donner des pistes, du moins pour ta recherche, là, vraiment de voir les étudiants dans ces contextes-là aussi. Là. C'est quoi la différence aussi dans un contexte avec des étudiants versus des compositeurs ou des compositrices que tu as invités? Puis comme, je trouve que c'est super c'est vraiment un beau terrain pour explorer ça. J'ai été choyé de pouvoir faire ça là, sur l'invitation de Myriam un peu, tu sais, puis moi, ça m'a appris beaucoup, puis j'ai pu transmettre des choses que j'avais appris, puis finalement développer cette pensée-là encore plus avec l'aide, tu sais, du groupe. Puis on a découvert des choses ensemble, comme à la Plaza Côte-des-Neiges, c'était pas évident. Là. Il y a des gens qui sont là, c'est vraiment plus habité. Je sais pas, ça ressemble à quoi la Plaza? C'est quoi? C'est magnifique. C'est juste comme un grand centre d'achat, mais à moitié désert. Là, les centres d'achat, c'est comme... C'est plus vraiment... C'est vraiment plus que c'était. Il y a 40 ans. Il essaie, je pense, de le revigorer là, avec des centres d'achat comme le nouveau dans le Nord. Là. Comment ça s'appelle? Le Royal Mount. Voilà, c'est le ça. Royal Mount. Oui. Mais parce que là, la Plaza Côte-des-Neiges, c'est pas le Royal Mount. Il y a la moitié des locaux qui sont vides. C'est un peu en construction, en rénovation. Mais ce qui est là est super cool aussi. Il y a un paquet de magasins, le fun, d'un marché. On s'est promené là-dedans. On a, des fois, on n'a pas vraiment dérangé. Ce qui est bizarrement, ce qui a été le plus dérangeant, on s'est fait avertir par la sécurité, mais à des moments où, pas nécessairement où on faisait du son, mais plutôt à des moments où on s'était assis pour parler puis réfléchir. Ah oui. C'est un lieu de passage, un centre d'achat, t'es pas censé t'asseoir puis jaser. Fait que c'est là qu'on dérangeait. Il y a tout... c'est cool. J'aime ça. Il y a des réflexions. Pas nécessairement, là, en fait, je suis pas bon là, pour déranger, mais la réflexion que ça apporte, c'est le fun, je trouve. Puis je sais pas, je m'avance comme ça, mais je me dis, c'est peut-être pas non plus parce que c'était du dérangement plus que de l'incompréhension face à ce que vous êtes en train de faire. Un gardien de sécurité voit une gang de genre 15-20 étudiants qui vont s'asseoir pour jaser. Il est comme... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement pas dans son quotidien ou quoi que ce soit qu'il peut l'interpréter comme quelque chose de dérangeant, même si concrètement, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui s'est fait pour déranger. Absolument pas, c'est ça. Mais c'est sûr que c'était complètement incongru. Tandis que quand on faisait du son, on avait trouvé des stratégies où c'était plutôt en se déplaçant qu'on faisait du son. Des fois de façon assez subtile. C'était vraiment cool, pour vrai. Mais par exemple, le groupe de 10... tout le monde se promenait en faisant des sons. On avait des objets un peu résonnants. Puis là, on essayait de temps en temps, peut-être une fois par minute, on faisait sonner notre objet.
quand on se croisait, on s'envoyait un petit son, tu sais. Ah oui. Fait en général, dans l'ambiance, personne ne pouvait trop le remarquer, mais quelqu'un qui porte attention remarque quand même le petit décalage dans le quotidien. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a du monde qui font sonner leur bol en métal. Puis, ben, tu sais, là, on le faisait dans l'improvisation, puis la recherche, puis l'exploration, mais on pourrait très bien écrire ça aussi. Puis formaliser un peu les déplacements, formaliser le rythme, finalement des interactions. Puis en quoi est-ce que le lieu affecterait ton écriture? Parce que j'imagine qu'il y a une pièce écrite pour Plaza Côte-des-Neiges. Ouais. Excuse. Plaza Côte-des-Neiges et Chabanel, ben, ça va être deux entités complètement différentes. Mais qu'est-ce qui vient affecter ton écriture d'un endroit comme ça? C'est une très bonne question. Merci. Puis c'est comme compliqué, mais c'est cette question-là, je pense qu'elle est encore là, elle revient à la perception, finalement. Oui. Puis comment, d'un point de vue situé de notre corps, notre perspective, comment est-ce qu'on ressent cet environnement-là? Ce qui va être complètement différent pour chaque individu, tu sais. Mais par exemple, si on prend ces deux lieux-là, dans le terrain vague, déjà, c'est désert, c'est vaste, tu sais, il y a un horizon. Ça nous amène à se déplacer, à penser peut-être plus en linéarité, en termes d'étendue. En tout cas, moi, je le vis comme ça, finalement. Déjà, le manque d'interaction humaine avec d'autres personnes que les participants, mettons. Là, oui. Juste comme, je pense que la plaza, le fait d'avoir à camoufler un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Hein, ça me fait penser au street photography, où, la plupart essaient de pousser une pratique où est-ce que tu viens pas mettre ta caméra direct d'en face de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, hein, même si techniquement c'est légal puis tu as le droit ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment pas le fun. C'est pas acceptable. Voilà. Bien dit. Je sais pas. Fait que pour le son, c'est un peu la même chose. Si tu viens mettre un micro à quelqu'un comme ça, random, dans la rue, ça peut être perçu comme quelque chose de dérangeant. Hein? Encore on revient un peu du concept de dérangeant. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, dépendamment de l'habitation, de qui est-ce qui habite ces espaces-là. En Chabanel, c'est plein d'artistes. Si t'es pour croiser du monde, c'est probablement du monde qui vont avoir un regard un peu plus compréhensif ou même curieux à qu'est-ce que vous êtes en train de faire que dans une plaza. J'ai l'impression, peut-être que j'ai tort aussi. Ça, c'est sûr que le non-lieu ou le fait d'être à l'extérieur, ça nous donne une grande liberté de pouvoir produire ce qu'on veut. Fait que d'un côté, il y a ça, il y a moins de contraintes. D'un autre côté, je trouve que le lieu aussi évoque certaines choses, justement. Il y a une ambiance, en fait. On peut partir de là. Cette ambiance-là qui nous provient à travers tous les sens en même temps. Puis traduire cette ambiance-là, ça peut amener à un certain résultat musical. Tandis que là, à la plaza, par exemple, il y a des contraintes beaucoup plus sociales qui sont amenées, mais c'est aussi d'un point de vue subjectif. C'est comme comment on le... Il y a une fonction à ce lieu-là, comment on l'interprète. Point de vue architectural aussi. Il y a plusieurs dimensions. Acoustique, architectural, mais comment on se déplace dans ce lieu-là, entre autres. C'est quoi les matériaux qui le constituent, c'est qui les gens qui sont là. Mais comment traduire ça en musique, c'est pas nécessairement évident, je trouve. Là, justement, récemment, j'ai commencé à y réfléchir un peu plus, puis je me suis mis à écrire, si on veut, des exercices, dans le but de constituer un genre de petit cahier. Puis, comme une fois par semaine, j'en fais un, en me disant qu'à la fin de l'année, je vais en avoir 52, ce qui est déjà pas mal. Puis, chaque page de mon cahier, c'est un exercice avec des consignes, puis un petit dessin qui montre un peu de façon graphique quel genre de geste musical on peut aller poser. Ça pourrait être, par exemple... oui, j'aimerais ça. Je sais. Je vais dans les détails un peu, mais tu sais, je me dis, par exemple, on est dans un lieu vaste comme celui du terrain vague de Chabanel, où il y a une ligne d'horizon claire. La stratégie de composition, ça pourrait être, par exemple, de suivre à la main au potentiomètre sur un mixeur, donc jouer avec le volume, mais en suivant un peu cette ligne d'horizon-là, un peu comme une partition. Ou bien avec des objets qui sont placés au sol. Puis donc, de vraiment ressentir une influence du lieu dans sa constitution, dans notre geste musical. Puis donc, le noter, ça se fait carrément dans un dessin. Ça va être un gros challenge quand même pour essayer d'accommoder le plus de lieux possible. Est-ce que chaque page est dédiée à un lieu spécifique ou tu veux que ce soit le plus ouvert possible? Le plus ouvert possible. Donc, ce cahier-là, de la façon que je le conçois en ce moment, premièrement, c'est des exercices. Donc, on pourrait décider de
d'aller faire un exercice par jour dans différents lieux, puis de voir qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Mais aussi, je le vois comme des fragments, un peu comme des fragments qu'on pourrait aller utiliser dans une pièce après. Se dire, l'exercice numéro 33, dans le fond, qui nous demande d'aller déplacer un haut-parleur le plus loin possible qu'on est capable d'aller. Ben ça, je peux le placer dans ma pièce, ça devient une stratégie de composition aussi. Fait que c'est ça. En fait, l'idée, c'est de créer un vocabulaire super expérimental, mais ça sera jamais exhaustif. Là. On pourra pas épuiser toutes les possibilités, mais ça creuse un peu l'idée de noter ou d'écrire une musique qui est liée à un environnement puis à un espace. Ça se rapproche beaucoup du deep listening, j'ai l'impression, là, avec Pauline Oliveras, qui a aussi écrit des exercices plus centrés sur des exercices de méditation, peut-être, ou d'écoute, que malgré que le lieu est quand même pas mal discuté dans ces exercices aussi, tu sais. Mais ces exercices-là sont eux aussi en constante évolution et réitérés en fonction des personnes qui pratiquent le deep listening. Il y a des centres de deep listening un peu partout qui vont continuer à créer ce genre d'exercice-là, tu sais. Ben, c'est ça, je pense, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que ça crée une genre de méthode, quelque chose qui se transmet, puis aussi qui se transmet à un public. Là, c'est ça, t'as pas besoin d'une formation musicale pour y arriver. Là. Ça, c'était un des objectifs à Pauline aussi, qui c'est tellement beau, là, comme t'as pas besoin de savoir lire de la musique pour pouvoir en jouer puis interpréter de la musique. Puis pour écouter, en plus. Comme partager une posture. Puis, ben, tu sais, il y a ça aussi dans l'idée d'essayer de découvrir des différentes façons de partager comme ça, mais c'est de peut-être pouvoir inclure plus la participation du public. Mais justement, c'est ça, je me questionnais parce que, tu sais, on avait parlé de la Plaza Côte-des-Neiges parce que tu essayais de peut-être justement pas être dérangeant ou, tu sais, le public, le monde environnant sont à prendre en considération, tandis qu'à Chabanel, tu n'avais pas ça à prendre en considération. Moi, je me questionnais sur... dans quel contexte est-ce que tu verrais ces performances-là? Est-ce que ça serait quelque chose de un concert ou est-ce que ça serait... Puis à ce moment-là, ben, est-ce que c'est juste le monde qui sont en train de jouer la pièce pour qui ça importe cette musique-là ou tu veux la présenter à un public qui doit écouter? Ben, je pense que toutes les options sont bonnes. Jusqu'à maintenant, c'était les participants qui étaient le public. Cette confusion-là, je la trouve cool, tu sais. En réalité aussi, dans le milieu de la musique contemporaine, c'est rare que notre public soit autre monde que des artistes, des collègues. Puis, bon, on veut tous comme étendre ça, puis je suis vraiment d'accord, puis parce qu'on a des belles choses à transmettre. En même temps que ça rejoigne pas l'intérêt de tout le monde, je comprends aussi. C'est normal. C'est ça. Fait que je me dis pourquoi pas qu'on soit artiste, participant, public. Ça se peut. On en retire quelque chose. Ensuite, ben, j'aimerais ça aussi, quand même, pouvoir inviter un public, puis donner rendez-vous à des gens en disant venez à tel coin de rue à telle heure, puis l'œuvre est là, tu sais. Là, ça implique quand même une organisation, mais puis d'autres facettes aussi de la création dont on n'avait pas encore parlé, mais comme le dispositif, par exemple. Qu'il soit transportable, adapté au lieu, même les permissions, dépendamment des lieux aussi. Hein. Il y a certains lieux que tu peux ou ne pas avoir accès. Donc, il y a tellement d'enjeux. C'est un monde, hein? C'est capoté. Je trouve ça cool. C'est dans une grande tradition là, de performance. Des happenings. Oui, c'est ça. L'art relationnel, moi, ça me parle beaucoup. Mais c'est ça. Puis le dispositif aussi qu'il faut prendre en considération en musique électroacoustique en général, là, ou en musique en général, même l'instrumentation d'une pièce pour orchestre, c'est un dispositif sonore. Fait que qu'est-ce qu'on amène sur le lieu comme haut-parleur? Pourquoi on choisit ces appareils-là? Puis comment on les branche ensemble? C'est déjà des questions de composition, je pense. Donc, quand le public y arrive, le dispositif est là, il y a déjà une composition, il y a déjà un environnement qui est prêt, qui a été conçu. Puis ensuite de ça, ben, la pièce peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être un solo, puis le monde écoute. C'est simplement ça. Ou bien peut-être que le public est amené à manipuler des objets ou se fait donner des consignes par rapport à la posture d'écoute. On leur dit pendant 10 minutes, soyez assis à distance. Ensuite, rapprochez-vous. Ensuite, fermez les yeux. Un peu, puis eux vont créer le sens qu'ils vont accorder à ce contexte-là. Mais le travail de composition est de mettre les balises pour permettre d'essayer de faire fleurir quelque chose dans l'esprit, j'ai l'impression, là, au lieu de vraiment
l'écriture très précise de moments musicaux. Là. Exact. Je serais curieux de savoir comment est-ce que ces intérêts-là ont porté fruit, je pense, ou du moins ont commencé dans ta pratique, parce que je sais que tu viens d'une pratique peut-être plus instrumentale, avec de la percussion, même de la techno un peu aussi. Ah oui. Comment est-ce que ça s'est navigué ou ça s'est orienté là, dans les dernières années vers les trucs plus participatifs, interactifs avec le public? Ah ouais, ben là, ça serait une longue discussion, là, puis ouais. Mais en bref, là, j'ai étudié en percussion à la base. Je pense que j'avais un intérêt pour le son, pour le bruit. T'sais, déjà, enfant, j'avais peur du bruit. Okay. J'avais peur du son de l'aspirateur, genre, puis du tonnerre. Mais en même temps, je voulais jouer du drum. Puis il y a comme ce paradoxe-là, tu sais, qui m'a suivi un peu. Ben, aujourd'hui, j'ai plus peur de l'aspirateur. Ah oui? Tu me rassures. Non, c'est ça. Mais ouais, il y avait comme peut-être cette fascination-là pour l'écoute, là, dès le départ, en tout cas. Mais puis, ouais, ensuite à ça, j'ai étudié en littérature au cégep, puis en percussion classique, puis honnêtement, j'aurais vraiment préféré à ce moment-là continuer en littérature jusqu'à ce que je découvre la musique électroacoustique. Okay. Puis là, ça a comme été une révélation et une révolution. Les deux. Ouais. Puis, fait que je me suis inscrit en compo électroacoustique finalement, puis on dirait que ça venait cocher plusieurs intérêts, le son, la manipulation, la création, les technologies aussi, puis leur usage, la compréhension de certains phénomènes plus d'ordre physique, scientifique. Un paquet d'affaires. Grande curiosité. Là. Ouais. J'adore la création, puis j'adore le son. J'aime la connaissance aussi, comme j'aime vraiment creuser, faire de la recherche. Puis là, finalement, c'est au doctorat que j'ai retrouvé tous ces intérêts-là jumelés. Mais entre les deux, donc, au conservatoire, en musique électroacoustique, déjà, mes premiers intérêts, mon prof, c'était Louis Dufort, qui faisait son doctorat à l'époque aussi, à propos de la systémique, puis finalement des interactions entre le compositeur puis son œuvre, puis comment l'œuvre émerge de ces interactions-là. Super intéressant. Il a beaucoup transmis ça. Puis moi, vraiment, ça m'a beaucoup influencé. Fait que mes premières œuvres étaient plus orientées, genre procédurales, génératives, électroniques aussi, concevoir des mondes un peu autonomes. Puis donc la musique électroacoustique sur support de concert, mais aussi que j'ai produit pour des albums à cette époque-là, qui est fait comme des petits mondes régis par leurs propres règles internes. Ouais. Et puis là, finalement, de là, j'en suis venu à une pensée plus liée à l'environnement puis à la nature comme modèle de composition. J'avais composé une pièce qui s'appelle « Représentation précieuse », puis ça, c'est encore une de mes préférées. C'est comme le titre le dit « Représentation » au pluriel. C'est comme plusieurs représentations de la nature de plusieurs points de vue, si on veut. On pourrait comme l'imaginer comme une cartographie quand on l'observe de loin dans sa forme. Mais dans les détails, il y a quelque chose d'un peu géologique dans les petits sons. Parfois, c'est plus comme un paysage sonore où on entend des oiseaux, des insectes, le vent. Qui se rapproche un peu des produits génératifs. C'est ça. Un peu imprévisible. Ouais. Mais prévisible dans l'ensemble, dans le macro un peu, mais dans le micro, pas du tout. C'est ça, ouais. Stochastique, chaotique, il y a comme plus une texture, un comportement. Puis finalement, tout ça rentrait quand même dans l'idée d'une écologie, je pense. T'sais. Mais c'est juste que là, à ce moment-là, je voyais l'œuvre comme sa propre écologie, fermée sur elle-même, un bel objet là, de culture. C'est super valable. J'aime ça encore, cette conception-là. Mais à travers le temps, après avoir fini au conservatoire, après avoir passé plusieurs années dans le milieu, dont à Code d'Accès, ouais, je te dirais. J'étais directeur artistique de Code d'Accès pendant 5 années. J'ai été chanceux de faire ça. Ça a été des années super formatrices. Et puis là, c'est ça, aujourd'hui, Code d'Accès, je trouve que c'est rendu tellement cool. Ce qui se passe en ce moment avec la nouvelle équipe, là, ça a pris vraiment comme une autre dimension. C'est vraiment hot. Mais pour moi, en tout cas, ça a été formateur. J'étais quand même assez jeune. Puis j'avais pas tant d'expérience que ça en organisation de concert, mais on parlait beaucoup déjà à ce moment-là de l'expérience du concert comme tel, comme quelque chose qu'on voulait décloisonner, sortir des salles traditionnelles, sortir du format traditionnel. Puis ça, on l'a amené pendant les années où j'étais là, on l'a vraiment fait avec les moyens qu'on pouvait. Puis ça m'a aussi formé.
en même temps que d'œuvrer sur la scène plus techno, underground. Tu sais, j'ai comme touché à plein d'affaires. J'aime m'éparpiller, là, je sais pas, mais je pense que derrière tout ça, il y a aussi un aspect communautaire, de partage. Moi, c'est social. vraiment le lien filon, le filon que j'ai remarqué des différentes pratiques que tu pratiques ou que tu as pratiquées. C'est vraiment cet aspect social-là. Là, comme même dans la techno, ça arrive souvent que les contextes de scène, ça va pas être un contexte de scène comme frontal, décontextualisé, sur un piédestal. Tu vas avoir ton deck avec le monde qui t'entoure, comme très, très proche. Le lieu en tant que tel, bon, c'est un écosystème un peu fermé, là, mais comme c'est un lieu qui a vraiment une énergie, puis les gens vont fonctionner d'une certaine manière, dépendamment de à quel point le lieu est réussi dans la techno un peu. Là. Puis une implication du multisensoriel. On essaie d'arrêter de sortir de l'idée que de la musique, c'est juste du son. Tu sais. Fait que moi, c'est vraiment là que je voyais toutes les choses qui se rattrachent. Là, cet aspect communautaire-là, un petit peu. Ah oui, puis ça m'a marqué. Tu sais, même si j'ai jamais... Il y a du monde vraiment investi dans la scène techno qui organisent des événements puis qui sont comme très central à cette culture puis à cette communauté. Moi, je me suis jamais rendu là non plus, mais j'ai gravité autour un peu. Même chose avec la scène un peu DIY, expérimentale, dans les années où, à mon avis, c'était un peu plus florissant à Montréal, où finalement, il y avait un paquet de petits lieux DIY, justement où on allait produire des shows improvisés. Puis le lieu lui-même avait son ambiance, son aura. On faisait des jams, des shows, toutes sortes d'affaires. Ça existe encore, là, mais... Ouais, ça sera... On dirait que c'est plus difficile ces dernières années, mais je ressens définitivement un regain d'intérêt. Là, après, c'est de le concrétiser, cet intérêt-là. Là. Ben, c'est ça. Mais oui, il y a définitivement un petit regain. Là. Je pense J'espère. Ben, c'est parce que, de un, toutes les choses, c'est rendu ben trop cher. C'est plus possible. Les festivals chez Aga, tu vas aller voir des concerts, ça te coûte 350$. Ça n'a plus de bon sens. Les gens veulent revenir un petit peu plus à des formules locales, plus justement DIY, aller voir ses amis, faire des DJ sets pour ses amis au lieu d'aller faire des DJ sets pour comme... Le stéréo ou quelque chose dans le genre. C'est ça. Ah ben, mais même au cinéma, partout, c'est vrai que ce que tu dis, qu'on retourne plus vers une approche pas intime, mais moins propre, moins artificielle. C'est un beau... Institutionnalisé. Moins institutionnel, plus communautaire. Exact, Même au cinéma. Autogéré, un petit peu plus, là, Ben, tu sais, les deux ont toujours cohabité, mais je pense que suite à la pandémie, ça nous a quand même... On se rattrape, là, mais ça a vraiment laissé des traces. Là, aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que ça revient un peu. Mais le besoin de relation... En fait, moi, je pense que c'est ça aussi, finalement. C'est le travail, c'est l'idée de relation. En écologie, c'est ça. Dans la communauté, c'est ça. Tout est relié aussi. Là. C'est pas des sujets qui sont vraiment qui sont déconnectés. Ça va ensemble. Mais ouais, c'est ça. Travailler là-dessus, je pense, ça m'intéresse. Puis maintenant que j'ai plus d'expérience dans la vie, puis en tant qu'artiste, puis en tant que personne, je pense que je suis plus en mesure de créer des contextes comme ça. Pour des contextes qui représentent peut-être cette philosophie, cette vision-là. Mais... Même qui l'encourage, la mettre en œuvre, justement, on parlait de les mettre en pratique, ces idées-là, le fait de créer ces ateliers-là et tout, c'est vraiment agir sur sa communauté puis faire comme... Oui, ça va. Voilà, retournons ces formes un petit peu plus DIY, là, c'est cool. Quand j'ai commencé mon doctorat, mon projet, c'était de justement aller faire des créations in situ pour des lieux spécifiques. Puis c'était dans une pensée vraiment plus écologique, qui incluait les dimensions environnement, société, individu. Mais au départ, on dirait c'était vraiment le registre environnemental qui m'intéressait beaucoup. Comment on perçoit la nature, comment on perçoit l'environnement dans lequel on est. Puis comment c'est quoi cette nature-là, finalement? C'est quoi ce milieu? Finalement, on se rend compte que ça a beaucoup d'influence sur notre façon d'agir en société, en groupe. T'sais, dans les ateliers, ça, c'est une des choses que j'ai retenues le plus, c'est comment le groupe interagissait. Finalement, c'était ça qui était trippant aussi. OK, ça devait changer d'un groupe à l'autre. Oui, exact. Puis là, les interactions humaines... Dans le même lieu. Dans le même lieu, un groupe et un autre, c'est pas la même chose. Fait que finalement, le lieu, il veut dire quelque chose, mais chaque individu amène tellement à autre chose. C'est comme fascinant. Puis de là, tu peux faire le pont vers l'individualité, le développement personnel. Puis je pense que, en tout cas, j'aimerais ça poursuivre
éventuellement cette recherche-là dans cette direction aussi. Les Dans la gens qui direction, faisaient... tu veux dire, initiale du projet du doc ou dans la direction plus renouvelée là, Plus renouvelé, Ouais. où ça touche plus à la psychologie, puis le développement de la personne, de l'individu, du style. C'est comme... Ben, là, c'est vaste, là, mais tu sais, on vit quand même dans un monde où, comme... Là, c'est la question politique aussi, où malgré tout, je pense que c'est assez clair, il y a de plus en plus de contraintes à l'émancipation, l'expression. Puis, bon, ça va être juste mon petit éditorial, mais donc, à travers ça, moi, je pense que la création, c'est vraiment un petit terrain là, où on peut vraiment se développer comme personne dans l'interaction avec les autres, face à la différence. Ouais, c'est ça. Mais fait que j'espère que ça... Une forme de résistance en soi un peu aussi. Là. Ouais. Les gens qui faisaient tes ateliers, oui. Est-ce que c'était tous des musiciens? Est-ce que c'était tous des... Pas tous, mais je dirais pas mal des artistes. Beaucoup d'étudiants, d'étudiantes de la faculté, ça c'est sûr. Donc, grande compréhension de l'art sonore puis des techniques associées. Mais dans la deuxième édition avec Eastern Bloc, dans le fond, ça a été ouvert aussi aux membres d'Eastern Bloc. Puis finalement, même les gens, le public extérieur pouvaient simplement s'inscrire comme membre d'Eastern Bloc pour participer. Fait que ça marchait. C'était finalement assez ouvert à tout le monde. Mais les personnes qui ont entendu parler de l'atelier, ou en tout cas qui se sont inscrits, avaient tous une pratique artistique assez développée. De d'autres milieux, parfois c'était art visuel, parfois c'était l'art performance. Ça met en général quand même une pratique artistique, ce qui est différent. Je serais curieux de voir avec un public complètement... comment on dit? Détaché un peu de la pratique artistique ou... c'est ça. Pas détaché parce qu'ils viennent quand même sans bagage. Sans bagage. Mais c'est pas une pratique qu'eux, ils font, tu sais. C'est ça. C'est plus une pratique qu'ils vivent. Mais oui. Ouais, ben tu sais, comme non-initié, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Sans les techniques, sans les références, comment ça marcherait? Je pense que ça marcherait quand même. Il faudrait juste passer par quelques étapes de plus. C'est ça, il y aurait peut-être un travail de médiation un petit peu plus développé à faire, là, pour vraiment qu'ils comprennent bien un peu les enjeux ou même juste les outils, là, si ça dépend un peu des outils que tu utilises avec eux. Ça aussi, c'est quelque chose, ça serait super le fun de voir les différences entre quels outils est-ce que je peux utiliser pour des gens très bien expérimentés dans le domaine versus des gens qui n'ont jamais fait ça. Est-ce que je peux utiliser les mêmes outils, les mêmes approches? D'après moi, je pense pas. Non, c'est ça, faut s'adapter un peu, prendre le temps d'expliquer, pas éduquer, là, mais... Vraiment juste mettre en contexte. C'est ça. Puis comment ça marche l'enregistreuse. Puis après ça, je crois qu'on arriverait au même genre de résultat. Encore là, il y a des gens qui sont pas prêts ou qui n'ont pas l'envie d'aller performer. Puis c'est pas dans leur Il y en a qui ils voient vraiment l'art d'une façon plus réceptive que active. Là, oui, aussi. Vraiment. On peut avoir des définitions très différentes de la mienne, puis ça, c'est correct aussi. Est-ce que tu verrais une version définitive à cette œuvre-là? Est-ce que tu verrais une version imprimée faire ça? C'est où c'est un CD. Non, mais est-ce que c'est toutes des expériences éphémères, le temps de la performance, ou est-ce que c'est une œuvre telle place, tu comprends tout ce que je veux dire? Oui, très bien. Une version... Oui, je comprends bien ta question. En fait, ça me fait penser... je crois que chaque présentation d'une œuvre est assez unique dans ce cadre-là. Puis, il y a plusieurs œuvres pensées comme ça. Puis, notamment, j'ai eu la chance de faire une pièce pour Ensemble de percussion, en résidence avec l'atelier de percussion ici. Puis, on était 4. Moi, je jouais aussi, donc avec Joao. L'année dernière, avec Joao qui est prof. Puis là, lui aussi jouait. Puis, ça a commencé dans co-création avec l'atelier. On a ensemble érigé des matériaux, pensé à une structure. Moi, de là, j'ai dégagé une partition. Mais cette partition-là, rapidement, je me suis rendu compte que le nombre d'instruments, dans le fond, il pouvait être indéterminé parce que c'est très ouvert à tout le monde. Le lieu peut être indéterminé aussi, parce que ça inclut des déplacements, puis finalement, ça peut être joué en dehors des salles de concert. Fait qu'il y a comme des indications sur une posture d'écoute, sur une posture d'attention, d'intention de jeu, c'est quoi l'intention derrière la pièce. Ensuite, il y a une partie un peu plus prescriptive où il y a des gestes musicaux qui sont quand même écrits, mais avec une grande liberté d'interprétation. Puis,
le plus j'avance dans cette pièce, avec cette pièce-là, on l'a joué 3 fois déjà, puis on va la rejouer bientôt. À chaque itération, c'est comme je pourrais juste changer la formulation pour l'adapter à ce nouveau contexte-là. Je pourrais rajouter telle affaire qui nous permet de dévier un peu à certains moments selon le contexte. Ça ressemble un peu aussi à ton carnet, hein, c'est ça. Qui sert un peu de partition aussi, ouais. de concrétiser. Le carnet d'exercice. Ah oui. Ouais. Okay. Ben, fait que là, la partition de cette œuvre-là qui s'appelle Quelque part, puis qui est finalement pour un nombre indéterminé de percussions et pour lieu indéterminé aussi. L'idée, c'est qu'elle puisse être jouée partout, mais sous une forme différente à chaque fois. Puis là, les indications nous mènent quand même à la même chose, à explorer le lieu de la même façon, à l'écouter de la même façon, puis à jouer de la même façon, plus ou moins, mais en l'adaptant à n'importe quel contexte, ce qui va produire un résultat finalement différent. Fait que, c'est vraiment prendre le lieu comme un aspect compositionnel aussi, au même titre que l'harmonie. C'est ça. Ouais. Ça, je pense que c'est pas des stratégies nouvelles. Là. Ça se fait depuis longtemps, mais je trouve ça pertinent dans le cadre de recherche sur l'écologie du son, puis les relations, tout ça. Ouais. Fantastique. Mais c'est pour ça. Puis de ramener... Moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, puis que moi-même, j'essayais un peu de rechercher dans ma pratique compositionnelle, c'est d'essayer de ramener le public à faire quelque chose. Parce que, comme tu as dit, notre musique en soi, souvent, c'est pour du monde, des musiciens, du monde qui ont un bagage, qui ont initié. Mais c'est tellement riche comme musique que ça mérite d'être partagé à du monde qui n'ont pas de bagage, pour moi, dans ma tête. Tu sais, mettons, je regardais juste un vidéo de Ligeti, sa symphonie pour métronome. Là. Juste le fait que ça soit... Il y a une vidéo, là, ils sont dans une église, puis ils sont entourés de métronomes, puis c'est n'importe qui, là, ils partent le métronome, tout le monde en même temps, sous un cul du chef. Juste ce petit geste-là de monsieur, madame, tout le monde, juste partir le métronome puis de vivre après ça l'expérience, tu fais partie de la pièce, puis tu as un rapport différent avec cette pièce-là. Fait que dans tes pièces pour l'environnement, juste d'avoir un potentiomètre puis de dire, hey, suis l'horizon, là. Puis là, quand tu vois qu'il y a une maison, ben, ça lève, puis ça devient propre à toi, puis c'est pas pour rien que la musique chorale, ce soit aussi populaire dans la vie, hein, que monsieur, madame, tout le monde, même si tu sais techniquement pas lire de la musique, t'es à peu près capable de chanter dans une chorale amateur. Qui est capable. Ou même si c'est pas dans la chorale, c'est pendant la messe. Il y a tellement de pratiques religieuses qui invitent les membres du public à chanter, à participer à la musique, même sans ce bagage-là. Donc, ça vient rejoindre ce sentiment de communauté-là. Je pense que la musique d'orchestre, de concert, c'est vraiment génial, puis c'est comme un aboutissement. Puis en même temps, peut-être, j'essaie de me rappeler, ou en tout cas, je pense souvent, la musique, dans le fond, c'est vraiment un acte participatif. C'est rare qu'on soit en réalité juste assis en train d'écouter de la musique. C'est fait pour nous faire bouger aussi. Je sais pas, ou bien qu'on la joue, ou bien qu'on danse, ou... je pense à la base, là, ça a évolué un peu depuis, puisqu'on peut la transformer en matière matérielle avec l'enregistrement, par exemple. Mais avant d'être capable de pouvoir garder un morceau comme non éphémère de musique, c'était vraiment ça. Là. C'est vraiment juste, on se rejoint en gang, puis on a du plaisir. Avant la radio puis l'enregistrement, tu voulais entendre une musique, il fallait que tu ailles la jouer dans ton salon au piano, finalement. Ou que tu ailles au bar, aller écouter la personne jouer, puis danser, puis comme il fallait que tu t'impliques dans la communauté un petit peu plus que... Ben, tu sais, puis ça fait pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité que la musique est enregistrée, puis qu'elle est comme... qu'elle est objectivée, là. Tangible. Un peu. Puis, c'est pas pour dire que c'est pas bon puis que ça va disparaître, pas du tout. Mais comme c'est drôle de penser à ça quand même, de prendre cette perspective-là. Ouais. En fait, j'adore la musique pour concert, puis j'ai hâte de composer de la musique électroacoustique fixe, où je peux aller prendre toutes les décisions moi-même, puis faire quelque chose que je trouve beau puis plaisant, puis comme... Il y a vraiment un plaisir aux deux, là. Oui. C'est des formes tellement différentes de création, puis chaque forme a tellement des choses à nous apprendre, à nous apporter. Puis des choses plaisantes ou moins plaisantes aussi qui y sont rattachées. Là, mais... Oui. Mais c'est ça. C'est comme deux stratégies, deux directions différentes. D'un côté, quand je compose ces œuvres-là électroacoustiques, souvent je les compose un peu pour moi. Puis même la musique comme plus techno que je fais, c'est de la musique que j'ai le goût d'écouter après. Tandis que là, les ateliers, tout ça, c'est parce que là, il y a quelque chose à partager. Puis
c'est comme quelque chose qui me dépasse. Là, Ouais, dans un objectif moins individuel, plus communautaire, peut-être. Ouais. Hein? Ouais. Après, la musique que toi, tu crées pour toi, elle sera partagée avec d'autres et je suis sûr qu'il y en a d'autres, il y a plein d'autres qui vont. Moi, je me dis tout le temps, si moi, j'aime qu'est-ce que je fais, c'est clair qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va finir par triper à quelque part. Oui. Mais l'intention de départ est quand même souvent portée vers est-ce que moi, j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça? Tandis que là, c'est vraiment plus, OK, comment est-ce que je peux intégrer toute ma communauté ensemble ou plein de membres de ma communauté ensemble pour créer quelque chose à part égale aussi, sans avoir de hiérarchie ou de sentiment de possession sur l'œuvre ou un peu de droit d'auteur, là, je dis en grosse guillemets. Chacun crée vraiment l'œuvre en même temps avec toi. Oui, puis on dirait que là, il y a une autre réflexion là, qui me vient. Je pense que c'est comme aussi dans l'air du temps que pour moi, en tout cas, composer une pièce puis prendre 3 mois pour composer une œuvre qui finalement va pas être écoutée tant que ça. Peut-être que c'est un peu à cause de ça que j'ai voulu avoir une démarche spontanée où on se réunit puis on vit l'expérience ensemble, puis ensuite c'est fini. Puis c'est une expérience qui se répète. C'est plus, les attentes sont peut-être un peu moins grandes aussi en fonction des résultats souhaités, de comme est-ce que je vais réussir à aller chercher le nombre d'auditeurs que je veux. Dans l'autre approche, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça la question. C'est un peu fou, mais même, hein? Je sais pas. Tu t'isoles pendant 3 mois pour arriver à une pièce que t'espères que quelqu'un joue 3 mois plus tard. Dur constat. Mais en même temps, il faut pas arrêter de faire ça. C'est comme... Non, je pense que c'était inconsciemment même que ça m'a affecté de me dire, comme on est tellement porté à être productif que même les ateliers qui veulent combattre ça, en quelque part, rentrent là-dedans parce que c'est une démarche qui est instantanée, puis répétable, reproductible, genre, tandis que concevoir une œuvre à plus longue haleine, prendre vraiment le temps de composer, c'est quand même une autre échelle. Fait que finalement, il y a quelque chose de super intéressant là-dedans aussi. C'est sûr, là, qu'à un moment donné, c'est une boucle, on va retrouver bientôt que ça, c'était vraiment super pertinent finalement comme temporalité. Puis la balance entre les deux est super le fun à avoir en tant que créateur aussi. Comme ça, tu réponds un peu à tes deux besoins de plonger dans le fin fond de mon esprit, puis comment est-ce que je peux extérioriser un peu les émotions ou les pensées que j'ai pendant une certaine longue période de temps, puis prendre une longue période de concentration très intense pour avoir un produit comme pas nécessairement parfait, mais visant au perfectionnisme un petit peu, versus le je jam, j'improvise. C'est ça. On s'en fout de comment ça finit. C'est pas ça l'intérêt. Oui, un peu, mais l'intérêt est dans le moment présent puis dans l'action de créer. C'est étrange des fois. Je trouve comment la pensée réagit à certaines choses, puis finalement produit l'inverse à certains niveaux. Bon, c'est vague, dit de même, mais je pense à ça, je pense que ça conclut bien notre épisode. Merci, Simon. Merci à vous. Ça filmait tout ça. Merci. Merci à toi. Très cool. C'était super le fun.